Bonjour et bienvenue dans cet Outlook 2023 de mi-année. Comme chaque année, on vous donne rendez-vous en fin d'année pour parler de l'année qui vient. Et puis là, c'est le bilan de cette mi-2023, une année riche en développement. Plein de choses se sont passées. Donc merci de nous rejoindre. Comme d'habitude, on va essayer de balayer un certain nombre de sujets. La macroéconomie, bien sûr. On va essayer de vous dresser le portrait de ce qui, pour nous, risque avec le plus forte probabilité, il faut avoir des calculs probabilistes en ce moment, se passer d'ici la fin de l'année sur les grandes différentes zones, États-Unis, Europe et bien évidemment Asie et Chine en particulier. Et puis aussi, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un focus sur ce qui semble le risque. Un des risques principaux, c'est évidemment ce qui est lié à la hausse des taux. Il y a un certain nombre de petits craquements avec des hausses des taux des banques centrales. Je le rappelle, la Banque centrale européenne, 400 points de base, c'est quelque chose en 8 sessions d'affilée, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait de son histoire. Donc, c'est pas tellement que les taux sont hauts, mais la violence avec laquelle ils remontent est assez unique dans l'histoire. 500 points de base pour les États-Unis, c'est pareil en 10 sessions seulement. Donc, on a des trucs très très violents. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de craquements dans un certain nombre de classes d'actifs. Et il nous semble que l'immobilier fait partie de ça. On a vu l'espèce de crédit crunch aussi aux États-Unis avec l'impact sur les banques centrales, des banques centrales sur les banques régionales, notamment américaines. Mais là, voilà, on va faire un petit focus sur l'immobilier en général et l'immobilier commercial en particulier peut-être. On discutera de ça. Et puis évidemment, ce topo sur les marchés. Comme d'habitude, l'idée et l'avantage d'être c'est l'avantage et l'inconvénient, mais en tout cas l'avantage d'être à distance, c'est de pouvoir poser vos questions. Donc s'il vous plaît, on va essayer de rendre ça le plus interactif possible, comme les précédentes sessions. Donc utilisez le chat. J'ai les questions et on a les questions en direct. On essaiera de les prendre un maximum au fil de l'eau. On va publier un petit papier à l'issue de cette session qui présentera plus en détail tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Et puis évidemment, toujours les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre et faire du follow-up là-dessus. Juste en guise d'introduction, on a aussi un survey, un sondage qu'on fait jusqu'à vendredi, qu'on a commencé. Donc si vous n'hésitez pas à y participer, on fera une petite publication là aussi pour un peu comparer ce que vous nous dites et ce que nous on pense. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est ce qui ressort du sondage pour l'instant. C'est ça, c'est que finalement le risque principal que vous voyez là dans les prochains trimestres, c'est que l'inflation soit plus persistante que prévu et les banques centrales seraient amenées à monter ou à maintenir des taux plus élevés. Donc on parlait des effets induits de la hausse des taux. Peut-être que ça c'est pas fini. On est tous en train de parler du pivot, mais est-ce qu'on y est vraiment? Donc voilà, les effets de la hausse des taux sur l'inflation et sur les banques centrales qui sont obligées de réagir à l'inflation. Ça, c'est le premier risque qui est vu, lié aux banques centrales. Et puis le deuxième, on est en plein dedans, puisque je disais que ce sera notre focus juste après, c'est un crack immobilier quelque part. Est-ce qu'on y croit? On n'y croit pas, mais en tout cas, à 41% pour l'instant, c'est le deuxième plus gros risque que vous voyez dans les prochains trimestres. Et on partage un petit peu ce truc-là. On pense qu'il n'y a pas énormément de risques, évidemment, il y en a toujours, mais c'est sûrement une des zones d'attention qu'il faut avoir. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec la macroéconomie, avec mes experts. Voilà, on commence du général au particulier, donc on va parler macroéconomie. Ça nous semble quand même essentiel de poser le débat sur ce scénario macroéconomique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui nous sont fidèles, et ceux-là en particulier, je vous en remercie, mais on était en novembre dernier, je crois, la seule banque à dire qu'il n'y aurait pas de récession en Europe. Donc on va essayer de jauger de cette réalité ou pas. Est-ce qu'on a encore une probabilité d'y échapper complètement cette année en Europe? On disait que les États-Unis, un peu comme tout le monde, que la récession arriverait, mais finalement, voilà, on a beau de parler des États-Unis, elle est toujours pas là. Et puis on avait ce fameux rebond chinois. On prévoyait 5,5 de croissance en novembre dernier sur la Chine, 4,5 l'année prochaine. Voilà, on va discuter de ça avec mes deux experts. Donc je suis ravi d'accueillir sur ce plateau donc Nathalie Dezer, qui est notre responsable sur l'Europe, et puis notre chef économiste sur l'Asie, Alicia Garcia-Hero, qui nous vient d'Asie pour discuter de ces sujets-là. Alors peut-être qu'on va commencer avec la zone euro, Nathalie. On le disait en novembre dernier, on n'aura pas de récession en Europe cette année. Est-ce qu'on est toujours confiant que c'est le cas? On a eu un terrain un petit peu plus challenging avec notre scénario. Qu'est-ce qu'on en dit? Alors, bonjour à tous. En fait, on est déjà en récession en zone euro, donc on s'est un petit peu trompé, mais on a une très légère baisse du PIB au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre de cette année, donc avec une toute petite baisse de 0,1%. Néanmoins, on pense que la situation devrait s'améliorer dès le deuxième trimestre de cette année.
Et alors, du coup, est-ce qu'on voit bien que la récession technique, elle est surtout due à l'Allemagne, qu'il y a des situations très contrastées entre Allemagne et France, typiquement. Qu'est-ce qui se passe pour toi en Allemagne et en France, là, comment ça se compare ? Alors la situation en Allemagne est beaucoup plus compliquée. L'Allemagne a subi de façon plus intense les chocs énergétiques et le choc d'inflation, puisque le revenu des ménages en Allemagne a baissé beaucoup plus qu'en France, le revenu réel. Donc on a eu un repli de la croissance de 0,7% fin 2022 et de 0,5% et 0,3%, pardon. Et du fait de cette récession technique, l'Allemagne devrait connaître une toute petite récession en 2023 selon nos estimations, sur des effets d'acquis, une baisse de moins 0,1% et repartir sur une croissance de 1,3% en 2024. Du côté de la France, on a eu un peu plus de chance. On n'a pas connu de baisse du PIB et la situation est relativement solide. On devrait avoir une croissance de l'ordre de 0,7 cette année et de 1,4% l'an prochain. Pour la zone euro, c'est à peu près les mêmes chiffres, et c'est à peu près d'ailleurs le scénario de la BCE, donc 0,7% cette année et 1,4% pour la zone euro l'an prochain. Donc on voit bien que finalement la récession technique qu'on a au T1, c'est essentiellement l'Allemagne, et finalement là où nous on est un peu rassurant, c'est que cette récession qu'on a au T1 et au T4 et au T1, c'est que on est à moins 0,1, on est vraiment à l'étal, on va dire, et si on est confiant que l'Allemagne subit moins ce choc énergétique dans les prochains trimestres, voilà, on devrait avoir cette situation, ce que décrivait Nathalie, avec du 0,7 cette année. Donc si je puis dire, en essayant de se rattraper aux branches, notre call de fin d'année dernière, en cette mi-année, d'absence de grosse récession, il est toujours là. C'est quoi les facteurs de rebond finalement ? Là, on parlait de l'Allemagne qui va peut-être s'en sortir. C'est quoi cette deuxième partie d'année ? En quoi on est confiant que finalement, ce n'est pas une récession qui s'annonce, mais qu'on a plutôt ce rebond qu'on voit en 2024 qui peut se dessiner, pas très très nettement, mais en tout cas, pas d'accroissement de cette crise, cette récession au deuxième semestre ? Alors, il y a un élément qui est moteur et qui continuera à soutenir l'activité tout au long des prochains trimestres, c'est la croissance de l'activité dans les services. On a des données d'enquête qui sont extrêmement solides sur toutes les composantes, que ce soit les perspectives d'activité, l'emploi. Donc tout ça, ça permet à la fois de soutenir l'activité et d'alimenter la dynamique de l'emploi, qui d'ailleurs est restée très soutenue au cours des derniers trimestres. On a eu encore une croissance de l'emploi de l'ordre de 0,6% en Europe au premier trimestre et de 0,3 en France. Donc l'emploi continue de progresser et les perspectives, les indicateurs avancés suggèrent que la croissance de l'emploi devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres, même si un ralentissement est attendu compte tenu de la modération de l'activité. On crée 1 million d'emplois au T1 en zone euro encore cette année, donc c'est impressionnant. On vient d'une croissance de 3,5 l'année dernière, donc on comprenait bien qu'on créait beaucoup d'emplois en 2022. 3,5 de croissance, forcément, ça fait de l'emploi. Mais là, cette année, avec notre chiffre autour de 0,7, 0,8 en Europe, on a encore créé 1 million d'emplois en zone euro, donc ça continue. J'imagine que l'autre facteur qu'il faut absolument regarder, c'est l'inflation. Finalement, c'est que aussi dans notre call, c'est de se dire que si l'inflation rebaisse, on va retrouver un petit peu du pouvoir d'achat quelque part en relatif. Qu'est-ce qu'on dit sur l'inflation d'ici la fin d'année en Europe ? Alors, tu as raison de souligner ce point. C'est vrai que l'inflation, on s'attend à ce qu'elle baisse. Et ça va être aussi un facteur de soutien pour nos perspectives de croissance, puisque la consommation des ménages devrait repartir. Aujourd'hui, la consommation des ménages, elle est sur des niveaux qui sont, dans certains pays, sensiblement inférieurs au niveau pré-pandémie. Donc la décélération de l'inflation, c'est un facteur essentiel et qui sous-tend notre scénario de reprise. Alors sur l'inflation, on a vu qu'elle a commencé à baisser sensiblement. C'est le cas de l'inflation totale. On était à 10% fin 2022. On est aujourd'hui autour de 6%. Donc la décélération est bien là. Du côté de l'inflation sous-jacente, la décélération s'est faite plus tardivement, mais elle est en route. Alors, s'agissant des facteurs qui expliquent cette décélération, ils devraient continuer à tirer l'inflation vers le bas au cours des prochains trimestres. On a des prix des matières premières hors énergie qui sont en baisse de près de 40%. C'est aussi le cas des prix de l'énergie si on regarde un indice composite. Et les prix de transport, en fonction sur le fret maritime, sont en baisse de l'ordre de 50 à 80% en fonction des différents indices. Donc tout ça, ça va évidemment se transférer au prix à la production, ce qu'on voit déjà, et au prix à la consommation par la suite. Après, il y a la question des salaires. Donc les salaires ont augmenté au cours des derniers trimestres et vont rester relativement soutenus au cours des prochains trimestres. On va peut-être avoir un effet de ciseau
entre l'évolution des salaires et de l'inflation, qui sera favorable pour le coup aux ménages. Mais cette évolution ne devrait pas se traduire par une forte accélération de l'inflation sous-jacente. Elle ne mettra pas en question cette décélération de l'inflation sous-jacente, dans la mesure où les entreprises ont sensiblement augmenté leurs marges et que cela devrait leur permettre d'absorber cette hausse des coûts salariaux sans la répercuter au prix dans les prochains trimestres. Typiquement, on voit sur ce qui fait l'inflation, un pays comme la France, c'est effectivement les services et l'alimentaire. Et on voit les prix de l'alimentation qui commencent un petit peu à tangenter. On est à 15, on passe à 14. L'INSEE, et on est assez d'accord avec ça, nous dit que les prix de l'alimentation devraient être divisés par 2 d'ici la fin de l'année. Donc ça va faire quand même baisser l'inflation. On la voit à combien en zone euro en fin d'année ? En fin d'année, on devrait être sur un niveau de 3,5% selon nos estimations, aussi bien pour l'inflation totale que pour l'inflation sous-jacente. Donc on vient quand même de 17 à 3,5. Donc la BCE n'a pas fini. On parlera des banques centrales après. C'est pour ça que j'en parle volontiers, pas exprès à ce moment-là. Mais effectivement, on est quand même sans doute plus... et puis Nathalie le disait, il y a deux choses. C'est qu'on voit l'inflation baisser et puis on voit que la consommation dans la plupart des pays de la zone euro est quand même inférieure à ce qu'elle était à ses niveaux pré-Covid. Donc il n'y a pas du tout de surchauffe de la consommation. Donc je ne dis pas que les banques centrales sont en train de combattre quelque chose qui n'existe pas, mais en tout cas, au niveau de la consommation, ça ne se retrouve pas. Il n'y a pas de forte accélération des salaires. Les salaires réels sont toujours un petit peu impactés. Donc ça, ce sera intéressant à suivre. C'est quoi les risques là ? On a dit, bon voilà, l'inflation va rebaisser, on a une conso qui peut un peu se défendre quand même dans ce contexte-là. À l'inverse, ce serait quoi les principaux risques à surveiller d'ici la fin de l'année ? Alors évidemment, il y a la situation dans le secteur manufacturier qui est compliquée. On est en phase de décélération. On a un commerce mondial qui va être peu porteur dans les prochains trimestres. La Chine est repartie, mais c'est essentiellement une croissance qui est tirée par les services. Les Chinois consomment un petit peu moins de biens, en tout cas. Et évidemment, il y a le resserrement de la politique monétaire. Et on voit que là, on commence à avoir des effets assez sensibles sur l'évolution des nouveaux crédits. Alors sur ce point, il faut regarder un petit peu deux choses. Du côté des crédits aux ménages, on a une baisse qui est assez marquée des volumes de nouveaux crédits en zone euro. On est sur une baisse moyenne de l'ordre de 40%. Par rapport à l'année dernière, si on regarde cela en tendance. En France, on est sur ce niveau-là, à peu près 40%. En Allemagne et aux Pays-Bas, c'est 50%. Un peu plus de 50% de baisse des nouveaux crédits aux ménages. Mais par contre, du côté des entreprises, la baisse, les crédits restent plutôt soutenus puisque la baisse est quasiment nulle, autour de moins 1%. Donc on a toujours ce financement bancaire, notamment, aux entreprises qui est solide et qui suggère d'ailleurs qui est un élément qui nous permet d'être un petit peu optimiste aussi pour la dynamique de croissance au cours des prochains trimestres. Merci Nathalie. Alors avant de passer à l'Asie, petit mot sur les États-Unis. Il y a une session anglaise tout à l'heure à 14h pour ceux que ça intéresse où on insistera un peu sur différents sujets un peu différents et notamment on aura un petit focus sur les États-Unis. Nous, ce qu'on dit sur les États-Unis finalement, c'est pas si loin de ce qu'on raconte sur l'Europe. On est à peu près à la même jauge sur la croissance attendue. On est autour de 0,8 cette année. Ce qui change dans notre perspective par rapport entre États-Unis et Europe, c'est que nous on voit plutôt un rebond européen l'année prochaine. La BCE qui arrête d'appuyer sur le frein. On en discutera, est-ce que c'est juillet, est-ce que c'est septembre, mais en tout cas on est proche de la fin. Et donc avec cette crise énergétique qui arrête un petit peu, et donc on retrouve de la conso, on retrouve des prix un peu plus normaux. Donc on aura un rebond plutôt européen autour de 1,4 l'année prochaine. Alors qu'aux États-Unis, nous on raconte que c'est plutôt 0,8 cette année, donc on ne croit pas à une grosse récession. C'est une mild recession, c'est une récession douce, je ne sais pas s'il y a un équivalent en français, mais on ne voit pas un énorme truc. Encore une fois, le consensus c'est quoi ? Et nous, là aussi, en novembre, on ne croyait pas trop à une récession américaine, mais on nous annonçait une récession au T3 2022, puis au T4, puis au T1, puis au T2, et on ne l'aura toujours pas au T2. Donc, probablement qu'elle arrive. On a plein d'indicateurs quand même qui laissent penser que ça ralentit un petit peu, mais force est de constater que ce n'est pas un truc très, très violent. On voit, il y a encore 1,6 jobs par personne au chômage aux États-Unis. On est encore sur des dynamiques. Alors oui, il y a l'immobilier, qui est un vrai sujet, mais on voit que finalement, l'investissement, notamment lié à l'IRA, on voit 200 milliards de projets d'investissement depuis le début de l'année aux US. Bon, il y a quelque chose qui est quand même en train de se passer sur le rattrapage des États-Unis qui a été un petit peu à la bourre sur la transition énergétique. Ils sont en train de s'y mettre et très, très, très vite. Ce qu'on voit quand même aux États-Unis, c'est deux choses. C'est que, la politique monétaire semble un petit peu pour des taux plus hauts, plus longtemps. Donc il n'y aurait sans doute pas de baisse des taux de la Fed. Peut-être qu'il y a encore une hausse des taux en juillet, c'est maintenant notre scénario. Mais en tout cas, après, c'est fini. Mais en revanche,
plus ça va, et plus on peut penser qu'il n'y aura pas de baisse des taux avant 2024. Pardon. Donc ça veut dire que le policy mix, il va être un petit peu moins favorable. Pourquoi ? Parce que vous vous souvenez que lors de l'accord sur le plafond de la dette, il y a un truc qui, je trouve, pas été assez commenté. C'est quand même qu'il y a une limite, il y a une stabilisation. On ne peut pas augmenter les dépenses publiques hors dépenses militaires, ce qui n'est pas rien aux États-Unis compte tenu du soutien à l'Ukraine. Mais quand même, ça veut dire que le policy mix, et côté budgétaire, il n'y aurait pas trop de coups d'accélération aux États-Unis. En plus, on rentre en campagne électorale, donc ça va être très très difficile pour le Congrès de passer quoi que ce soit. Donc pas de politique budgétaire. Et de l'autre côté, la Fed qui nous dit OK, je vais peut-être arrêter autour de 5,25, 5,5, on verra. Mais en tout cas, je ne vais pas rebaisser les taux de sitôt. Et donc le policy mix ne sera pas trop au soutien de l'économie américaine. C'est pour ça que nous, on est plutôt à 0,8 cette année et moins de 1% l'année prochaine aux États-Unis. Donc on en reparlera en fin d'année, voir où on se situe là-dedans. Mais voilà le scénario un peu américain. Alors on a eu l'Europe. Voilà un petit peu la situation sur les États-Unis. C'est complètement différent finalement de ce qui est en train de se passer en Asie en général et en Chine en particulier. Alicia, qu'est-ce qui se passe en Chine ? Alors c'est le boom attendu post-Covid. Ça y est, c'est le retour des années folles, des années 30 pour la Chine. Là, ça y est, ils ont leur moment. Pas vraiment. Et bonjour à tous. Oui, disons qu'il y a eu des analystes juste après l'ouverture de la Chine, après 3 ans de Covid, zéro Covid, une situation vraiment dramatique en 2022. Mais on a vu très rapidement, moi je dirais après la nouvelle année chinoise, que ce n'était pas ce qu'on s'attendait. On ne s'attendait pas à ça, mais comme j'ai expliqué, beaucoup d'analystes pensaient que ça serait vraiment le manna, quelque chose de jamais vu, d'épargne gigantesque qui aurait été dépensée peut-être à Paris. Pas vraiment. Il n'y a pas de touristes chinois en Europe, même aux États-Unis, très très peu. Et la consommation, sauf les services, ça c'est vrai, c'est pas trop différent au reste du monde. Mais la consommation de auto, disons, les achats d'auto, bien sûr l'immobilier, ça ne marche pas du tout. Et surtout l'investissement. L'investissement reste très faible en Chine. Et on ne change pas les prévisions de 5,5, mais on dit toujours c'est des prévisions difficiles à atteindre. Tandis qu'au mois de mars, quand ils ont été annoncés, aux 2 sessions, comme on appelle en Chine, les sessions du parti où ils informent des prévisions économiques, on pensait que c'était trop bas et que ça serait trop facile pour la Chine d'y arriver. Maintenant, on pense, bon, on y arrivera, mais ils vont souffrir pour y arriver. Et c'est pour cela que la Chine vient d'annoncer aujourd'hui, la Banque centrale encore, une baisse de taux d'intérêt, parce que il faudra faire même plus pour y arriver. Mais 5% de croissance, c'est très peu après une réouverture Covid comme on l'a eu, nous, en Europe, aux États-Unis. C'est une croissance très faible. On disait donc pas beaucoup de soutien de policy mix aux États-Unis. Est-ce qu'il faut s'attendre en deuxième partie d'année? Justement, tu parlais de la baisse des taux de ce matin, là, du taux à 1 an de 10 points de base, et on voit bien que ça commence à s'enchaîner. Est-ce qu'on peut s'attendre à un policy mix, donc également de la politique budgétaire qui soit un petit peu mise en œuvre pour atteindre ce 5,5? Alors, c'est comme waiting for Godot, comme on dit. On attend Godot, mais on ne l'attend pas parce que les marchés n'y croient plus. Alors, quand on voit ce qui se passait ce matin, quand la Banque centrale chinoise a baissé les taux, rien ne se passait. La bourse de Hong Kong reste comme si rien n'avait été décidé. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un tel manque de confiance qu'on sait très bien que les taux d'intérêt ne suffisent plus. Alors, pourquoi ne pas faire un vrai plan de relance, disons, fiscal ? Parce que la dette en Chine continue à augmenter. C'est une dette publique déjà de 100% du PIB. Alors, ce n'est pas facile de dire, bon, on fait encore un grand plan de relance. Et c'est pour cela que je pense qu'ils feront qu'un tout petit peu pour arriver à l'objectif de croissance et peut-être pousser un peu en 2024. Ils vont prendre un peu de temps. C'est pour ça qu'ils n'ont pas annoncé que des baisses de taux d'intérêt. Un tout petit peu au mois de juillet, on s'attend, mais pas trop. Parce que la dette, on sait déjà que les gouvernements locaux dépensent plus de 40% des revenus à payer les intérêts de la dette. C'est pas normal, ça.
Et surtout pas en Chine, ce n'était pas le cas avant. Alors ça commence à grossir disons que je pense qu'ils ne pourront pas faire trop, ils devront, comme on l'a mis, accepter une baisse de la croissance petit à petit. Nous, on pense que ça arrivera à 2,3 en 2035. Justement, du coup, l'année prochaine, par exemple, tu dis 5,5, on va avoir du mal à l'avoir. Tu dis 2 dans la prochaine décennie. L'année 2024, si on doit un petit peu se projeter, c'est entre les deux. Et nous, on a 4,5 parce qu'on s'attendait à un tout petit plan de relance dans la seconde partie de l'année, en sachant que l'année dernière, c'est très difficile. Et moi, je pense qu'on y arrive, mais ça sera très limité. Et une chose que je voulais dire, quand on parle de 2,3% en 2035, je sais que ça semble très loin, mais ça commence ça ressemble les États-Unis. Peut-être pas l'Europe, peut-être pas le Japon, mais c'est une croissance très basse pour un pays qui, disons, s'attend de devenir l'économie la plus grande du monde. Et avec des chiffres pareils, la Chine n'y arrivera pas. Ça sera plus ou moins la taille de marché des États-Unis, avec, disons, les ménages, le PIB per capita, ça sera plus ou moins $25 000. C'est pas mal, mais c'est pas les États-Unis. On dépasse pas les États-Unis. Il faut absolument y réfléchir, parce que quand on parle de la Chine, je crois qu'il faut comprendre qu'ils sont dans une période, disons, de baisse et de réalisation que ça ne sera jamais toujours à la croissance comme avant. C'est vrai qu'à long terme, la Chine, ce qui est impressionnant, c'est le choc démographique. On dit que la population chinoise va être divisée par 2 d'ici la fin du siècle. Là, on parlait de 2035, mais là, si on se projette à 2100, c'est divisé par 2. On a un taux de fertilité qui passe sous les 1 en Chine, comme beaucoup de pays, même un pays comme la Corée du Sud. Un taux de fertilité sur les 1, pour que tout le monde comprenne bien. Quand vous avez un taux de fertilité inférieur à 1, ça veut dire qu'une génération donnée est 2 fois moins nombreuse que les générations précédentes. Donc ça va vite, quand même. On a une population active en Chine qui va être divisée par 2. Donc c'est pour ça qu'on a ces prévisions à peine de 2% dans la prochaine décennie. Tu parlais justement d'États-Unis, Europe, États-Unis, Chine. Qu'est-ce qu'il faut penser là, dans ce contexte-là des tensions entre États-Unis et Chine? Et puis, en fait, pour nous, c'est quoi l'impact de tout ça pour l'Europe? Est-ce que l'Europe est entre les deux? Est-ce qu'elle doit choisir son camp? Est-ce que la Chine regarde l'Europe comme quelque chose de neutre? Ou est-ce qu'elle nous considère un peu dans le camp américain? Qu'est-ce qui se passe sur la géopolitique? Alors, disons que on a eu Blinken et il vient de. C'est bien qu'on est là après la visite de Blinken, parce qu'on peut être un peu plus positif quand même, et grâce au fait qu'au moins il y a un dialogue entre les États-Unis et la Chine qui est très important pour l'Europe, parce que nous, on a maintenant la visite du Premier ministre chinois en Europe. Et les messages ne doivent pas être trop différents, je trouve. Et ce qui est bien, c'est que Blinken vient de dire, nous, on ne croit pas au decoupling, au découpage, on croit au de-risking et diversification. Ça, c'est exactement ce que l'Europe a commencé à dire avant les États-Unis, pour une fois. Alors, c'est bien que le message des Américains commence à être plus en ligne. En général, l'Europe a les idées, mais c'est les États-Unis qui les mettent en œuvre. Non, c'est vrai, mais normalement, on suit, maintenant, ils suivent. C'est pas mal. Et pourquoi? Parce que je crois qu'ils ont compris que la narrative est importante pour le reste du monde. Je crois que les États-Unis ont beaucoup perdu à dire, vraiment des conférences du reste du monde, à dire qu'ils veulent couper la Chine, ils veulent contenir la Chine. Maintenant, ils ont compris que c'est beaucoup mieux de dire on va diversifier. Et avec qui? Avec les restes, avec l'Inde, avec le Brésil. Alors, comme ça, ils pensent, bon, c'est pas trop mal. Au moins, on va avoir quelque chose des États-Unis, de l'Europe, grâce à la diversification qu'ils viennent d'annoncer. Et je trouve que l'Inde, c'est le pays, sans doute, et qui va plus être bénéficié pour tout ça. Oui, c'est ça, c'est la petite question que j'allais te poser justement sur l'Inde. Tu parlais un peu, on voit bien, pas ce découpling, mais on voit bien l'Europe qui est en train de parler de la Chine en rival systémique. À l'heure où on parle, il y a la Commission européenne qui se pose des questions. Comment limiter non seulement les investissements chinois en Europe, mais aussi les investissements européens en Chine. Donc on voit quand même que l'Europe est en train de s'américaniser, pas au sens, mais en tout cas de se doter de choses un peu moins naïves sur les investissements. Et l'année dernière, je parle sous ton contrôle, mais les investissements chinois en Europe, c'est moins 22%.
10%, c'est Ouais, moins ouais. 18% depuis le début de l'année aux États-Unis. Donc il n'y a pas de découpling dans les paroles, mais peut-être un peu plus dans les faits. Ouais. Est-ce que justement, dans ce contexte-là, l'Inde, c'est ce qui va devenir la nouvelle Chine, ou alors, comme disait un homme politique français, c'est le continent d'avenir, mais qu'il restera? Est-ce que c'est le futur ou pas? Non, je pense que ça arrive. Ça arrive pour des raisons. C'est pas seulement le fait que la population continue à augmenter, pas comme en Chine. C'est aussi le fait qu'ils ont la taille. Nous, il faut qu'on trouve, et ça c'est vraiment les politiques que l'Europe est en train de dérouler, mais même les États-Unis, il faut qu'on trouve des endroits où on peut avoir les économies d'échelle qu'on a en Chine pour l'énergie verte. On ne peut pas faire ça en Europe, ça sera trop cher. Alors, il n'y a pas de pays qui ont les économies d'échelle pour le faire. Et l'Inde, c'est un pays où on pourra faire ça. Et on voit déjà, soit Foxconn, au lieu de produire, même Apple, etc., en Chine, ils ont déjà des objectifs, moitié des iPhones en Inde, avant 2025. C'est quand même quelque chose Et on voit tout ça, et je crois que l'Inde sera sans doute très bénéficiée. On ne peut pas dire que ça sera la Chine, parce qu'il y a d'autres choses qui manquent. L'épargne. L'épargne n'est pas si élevée qu'en Chine, alors ils doivent se financer avec le reste du monde. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être pour terminer, ça sera mieux de ce qu'on pense. Peut-être justement, en termes de croissance, on dit quoi sur l'Inde cette année prochaine? Moi, je dirais que ça sera 6%, mais disons qu'entre 6 et 7 pendant quelques années. Oui, et puis alors, on disait... choc démographique sur des pays comme la Chine, évidemment le Japon qui perd 1000 personnes par jour. L'Inde, c'est 1 million de nouveaux entrants sur le bus. Ouais. En Inde, il y a 1 million de nouveaux Indiens tous les mois. Donc c'est une dynamique qui est un peu différente, en tout cas jusqu'en 2060, où là, ça devrait être le pic. Mais on a des dynamiques très très différentes avec sans doute un pays d'avenir. Je vous propose qu'on en reste là. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Je les prends si vous en avez sur la macro. Si je résume un petit peu notre scénario macroéconomique, vous voyez, c'est quand même très hétérogène finalement. La Chine qui était vraiment à la traîne l'année dernière avec son Covid, où on avait ce fameux 3% de croissance, mais on est peut-être un peu optimiste avec 3% de croissance, et on avait 3,5% de croissance en Europe l'année dernière. Hein. Donc encore une fois, le taux de chômage chinois à plus de 20% est supérieur au taux de chômage chez les jeunes, hein, à ce qu'il est en France. Donc on voit bien le choc qu'on a eu l'année dernière en Chine. Et bien là, c'est en train de s'inverser. On croit encore à notre 5,5 cette année, 4,5 l'année prochaine. Le gros point d'attention, il est plutôt sur le futur. Et puis sur l'Europe, hein, ce que disait Nathalie, c'est un petit peu comme les États-Unis. Finalement, c'est plutôt un gros ralentissement par rapport à l'année dernière, mais on continue de penser que sur l'Europe, on échappe à la récession. C'est-à-dire qu'en fin 2023, on aura un PIB supérieur à 2022, à l'exception de l'Allemagne qui va avoir du mal, compte tenu de son T4 et T1, à échapper à une stagnation, une petite récession. Mais on reste quand même assez confiant que l'Europe échappe à la récession et qu'elle rebondit l'année prochaine. Sur les États-Unis, je le disais tout à l'heure, on est plutôt dans des choses assez comparables à l'Europe, 0,7, 0,8 cette année. En revanche, on ne voit pas d'où peut revenir le moteur de la croissance l'année prochaine. Hein. On voit bien qu'il y a de la désinflation. On a sans doute une inflation qui sera sous les 3% en fin d'année aux États-Unis. Mais si la Banque centrale ne rebaisse pas ses taux, on va avoir du mal à avoir un petit rebond assez fort l'année prochaine. Donc voilà, situation très contrastée avec des moteurs qui s'ils ne s'éteignent pas, mais qui ralentissent très fortement en Europe et États-Unis. Ça a bien redémarré en Chine. Et l'année prochaine, si on a 4,5 de croissance en Chine, 1,4 en Europe, évidemment, la croissance mondiale repartira un petit peu mieux que cette année. Voilà donc notre scénario macroéconomique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra essayer de les prendre. Et sinon, on va passer au prochain atelier sur justement ce qui nous semble être un des gros sujets du moment un peu partout. On a parlé de la Chine, on parle évidemment des États-Unis, mais également en Europe, le marché immobilier. Merci à toutes les deux. Merci. Voilà, dans les gros sujets qui nous semblent être, et on le disait sur le sondage que vous avez bien voulu, auquel vous avez bien voulu répondre, c'est vraiment un des sujets majeurs, le risque sur le marché immobilier. On parlait évidemment de la Chine qui a du mal à rebondir sur l'immobilier depuis quelques temps déjà. On entend des chiffres assez inquiétants ici ou là. Donc j'ai le plaisir de ce matin d'accueillir deux grands experts du marché immobilier
européen. Donc Stéphanie Dossmann, qui est notre expert maison, et on a le plaisir d'accueillir Marc Guillaume, qui est un responsable de l'expertise immobilière chez Cushman & Wakefield, donc un des grands spécialistes quand même de ce qui se passe sur ces marchés immobiliers. Donc on va voir cette discussion. Là aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à nos experts que je relayerai, mais je laisse la main à Stéphanie pour cet échange qui va être passionnant. Merci à tous les deux. Merci Jean-François, donc bonjour à tous. Merci Marc d'être venu aujourd'hui nous parler et je suis ravie de vous accueillir pour aborder ce sujet de la valorisation de l'immobilier commercial, essentiellement aujourd'hui. Oui, c'est le sujet, c'est quand même le commercial. Exactement, il y a des impacts sur les banques centrales, sur les banques régionales aux US, des effets sur l'Europe également. On verra ça dans notre session de cet après-midi. Tu l'as dit, Jean-François, le contexte est vraiment pas porteur. On a une forte remontée des taux d'intérêt à partir de l'automne l'année dernière. Un marché de l'investissement qui s'est fermé assez rapidement, finalement, à la fin de l'année. Ça continue, vous allez nous en parler. Donc voilà, aujourd'hui, c'est difficile d'acter des valeurs nettes et précises parce que les acheteurs et les vendeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les prix. Donc voilà, on voulait discuter de ce sujet avec vous et de voir si on a atteint le point bas sur les valeurs aujourd'hui, puisque finalement, depuis le H1 2022, on a quelque chose comme moins 10, moins 15% sur le retail dans les valeurs d'expertise, pas forcément dans les transactions, mais en tout cas dans les valeurs d'expertise, et plutôt moins 20, moins 25% sur les bureaux et la logistique. Donc voilà, on attend de vous de nous donner quelques éléments de réponse là-dessus, mais peut-être justement pour commencer, comment faire en l'absence de transaction pour acter une valeur d'expertise aujourd'hui ? Alors, l'absence de transaction, effectivement, n'est pas un frein, même s'il donne, si les transactions donnent un élément important dans le marché, effectivement, l'absence de transaction donne moins de visibilité, donne moins de visibilité aux acteurs du marché. Mais bon, le travail de l'expert, il reste quand même sur fabriquer une valeur sur un certain nombre de critères qui sont multiples. Ce sont des indicateurs économiques, qui sont importants. C'est l'évolution du PIB, le chômage, la consommation des ménages, tous ces éléments qui donnent un contexte économique général. On a des indicateurs de marché factuels sur le marché locatif, qui sont la demande placée, la demande placée, l'offre disponible sur le marché, les taux de vacances, l'évolution des valeurs locatives, l'indexation qui donne des éléments sur le risque locatif. On a des éléments sur les transactions qui sont réalisées, les transactions d'investissement qui sont réalisées ou qui ne sont pas réalisées. Quels sont les éléments, quelles sont les raisons qui font que ces transactions ne sont pas réalisées, quels sont les niveaux d'offres qui ont été proposés et qui n'ont pas forcément atteint le niveau attendu par les vendeurs. Un autre exemple, si je fais un share deal et que la dette n'est pas repricée dans ce share deal, les indicateurs sur cette valeur ne sont pas la même chose que si je fais un asset deal. Donc ces éléments factuels sur les transactions qui n'ont pas été réalisées sont aussi un indicateur important. On a évidemment les indicateurs de marché financier. Ces indicateurs qui sont l'évolution du taux de la BCE, on en a parlé, vous en avez parlé, l'évolution des taux d'intérêt, indirectement liés des taux d'intérêt pour pouvoir leverager mon investissement immobilier. Ces éléments-là sont des éléments extrêmement importants sur le marché. Puis on a des indicateurs sur l'ensemble des patrimoines qui en évoluent. On évolue en France, nos équipes ont évalué plus de 3 000 milliards d'actifs en valeur de patrimoine, plus de 3 000 milliards d'actifs, de valeur de patrimoine, ce qui est considérable, ce qui nous donne aussi un benchmark très large qui permet d'asseoir et de comprendre les valeurs. Et puis un dernier point, c'est l'échange avec nos clients, investisseurs, nos clients utilisateurs d'immobilier, l'échange avec nos départements de transactions qui nous donnent aussi une appréciation du marché, des sons du marché qui nous permettent d'apprécier les valeurs. Donc voilà, tous ces éléments-là sont importants, sont des signaux qui donnent, sont des signaux sur le marché qui nous permettent de construire la valeur et de donner une valeur. Alors je rappelle quand même que le travail de l'expert, c'est de donner une valeur à un instant T. C'est pas de donner une valeur long terme, c'est pas de donner une valeur dans le passé. Donc le travail est un travail un peu d'équilibriste et qui nécessite, dans un marché tel qu'on connaît aujourd'hui, de faire un monitoring régulier des valeurs.
C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'un certain nombre de clients nous demandent, de pouvoir asseoir des valeurs de façon plus régulière. On a un certain nombre de clients qui nous ont demandé, qui ont un rythme plutôt annuel d'évaluation, qui nous ont demandé d'intervenir sur un rythme plus court. Donc voilà un peu ces différents indicateurs. C'est sûr que c'est un exercice un peu délicat dans le contexte actuel, un petit jeu d'équilibriste. Et est-ce que vous avez justement quelques indicateurs à nous donner en termes de chiffres ? Je pense un premier, je donnerais peut-être 3 indicateurs. Le premier indicateur qui est important, c'est le volume d'investissement. Le premier trimestre 2023 marque un arrêt. Vous disiez que le 2022, on avait senti qu'il y avait un arrêt puisque le volume d'investissement avait diminué. À l'échelle européenne, c'est moins 62% du volume d'investissement. C'est une baisse de moins 62% par rapport au volume du Q1 2022. Donc c'est considérable. Au choc, oui. Choc important. C'était déjà le cas au Q4. Alors c'était déjà le Q4, on avait des baisses importantes. Il est acté de façon très forte au troisième trimestre, au premier trimestre 2023. Donc les raisons de ce point-là, c'est un frein lié aux investisseurs qui sont dans un travail de repositionnement de leurs valeurs. C'est-à-dire un repricing, un repricing discovery, qui essaye de regarder quels sont les marqueurs importants qui permettent de repositionner les valeurs, de repositionner leur prix d'acquisition. Et puis un deuxième élément, c'est qu'on a un frein aussi lié aux valeurs dans les patrimoines des vendeurs qui sont pas encore complètement ajustés. Donc on a cet écart important qui reste entre acheteurs et vendeurs, qui est en cours de correction, qui est en cours d'ajustement, mais qui prend du temps. Ah, très bien. Et là. Concrètement, comment vous publiez les taux, justement, les taux de rendement dans vos études, quand justement sans transaction, sans deal? Alors, je refinis deux indicateurs importants avant de revenir sur ce point-là. Premier indicateur, effectivement, le volume d'investissement qui baisse. Deuxième indicateur, le coût de la dette. Le coût de la dette qui a explosé, plus 300 bips, vous disiez plus 400 bips tout à l'heure. Globalement, on est sur un coût de la dette qui a explosé. Les taux bas ont fortement participé à financiariser l'immobilier et donc à compresser les taux de rendement. Lorsqu'on a un retour des taux qui remontent, effectivement, indéniablement, ça vient affecter les taux de rendement immobilier. Et puis un troisième point, le rendement obligataire qui est à 3%, nécessite, qui est globalement autour de 3%, plus de 3%. La question vient directement, comment se positionne l'actif immobilier, la valeur, le rendement immobilier. Il y a une prime du secteur immobilier qui nécessite d'être intégrée, qui est au-dessus de ce rendement obligataire. Et donc, aujourd'hui, on se pose la question de comment reconstituer cette prime au-dessus de ce rendement obligataire. Question sur les taux. Comment on publie les taux aujourd'hui ? Effectivement, pas de transactions. Comment sont communiqués nos taux par nos départements research ? Les taux sont positionnés sur tout un travail qui est fait avec tous les indicateurs que j'ai évoqués précédemment, qui permettent de donner une appréciation du taux. Alors, le taux qui est communiqué n'est pas un taux de moyenne des transactions qui sont réalisées sur le marché, parce qu'il n'y en a pas. C'est plutôt une appréciation du taux de rendement qui est attendu sur le marché pour un actif prime loué à la valeur locative de marché. Donc c'est un taux particulier, c'est le taux prime sur un immeuble qui est loué à la valeur locative de marché. Donc il faut bien avoir cet élément en tête parce que il traduit pas le taux d'une transaction réelle qui pourrait avoir lieu. Il donne le taux sur un niveau marché. Voilà, tout simplement. Et alors, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a le marché conjoncturel, mais aussi structurel. On voit des méga-trends qui s'accélèrent finalement. Comment vous, en tant qu'expert, vous prenez en compte, vous intégrez ces méga-trends dans les différents segments ? Si on prend l'exemple du bureau et cette accélération finalement du travail en mode hybride, comment vous appréhendez ça dans les valorisations ? C'est évident qu'il y a un changement majeur qui s'opère sur le marché. On le voit bien, il y a différents indicateurs qui le donnent. Je pense qu'on n'est pas sur l'ampleur de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Aux États-Unis, on a un marché qui est de l'occupation des bureaux, ou du mode hybride, du passage en mode hybride, qui a quasiment passé à un mode 100% télétravail, avec un retour des employés difficile globalement au bureau. Il y a une étude, Marc, qui ne vient pas de Cushman et Wakefield, mais donc je ne vais pas la citer nommément, mais qui montre que les taux d'occupation à Manhattan dans les bureaux en moyenne, c'est 50%. Et plus impressionnant encore, les taux d'occupation le vendredi, c'est 25%. Donc le télétravail, c'est quand même imposé encore aux États-Unis. Alors,
Je pense qu'on n'est pas dans ce paradigme, de ce changement profond en Europe ou en France en particulier. En revanche, effectivement, on a un changement d'usage, d'usage du bureau, avec un passage en télétravail de globalement 3 jours bureau, 2 jours télétravail, qui s'institutionnalise un peu dans les entreprises, et donc qui vient changer le mode d'occupation des entreprises, avec des espaces plus réduits, mais des espaces qui permettent de faire revenir les employés au bureau, avec des espaces plus collaboratifs, un focus sur le travail en équipe, donc un changement du mode d'usage du bureau. Peut-être plus structurant encore, les utilisateurs, à mon sens, recherchent la centralité, l'accessibilité, la mixité des usages. Certains parlent de la ville du quart d'heure. Je pense qu'on est dans cette dynamique, et on voit bien les utilisateurs en train de repositionner leurs demandes de bureau sur cette problématique. Et le constat est assez frappant en Île-de-France. En Île-de-France, on voit un focus très fort sur Paris, avec aujourd'hui un taux de vacances qui est globalement inférieur à 3%, donc une demande très forte sur ce marché-là. Et en revanche, un marché sur la périphérie qui souffre davantage. Et finalement, on démultiplie les effets sur le marché de l'investissement. Un effet locatif, un problème sur le marché locatif en périphérie, plus des taux qui remontent, ça a un effet important sur la valeur. Parce que genre la Défense, les taux de vacances, c'est quoi? C'est plus 15% plutôt autour, non? C'est plus de 15%. Donc on a sur Paris un focus très fort avec une demande très forte, et sur la périphérie des taux qui peuvent monter à plus de 20%. Des taux de vacances qui peuvent monter à plus de 20%. Alors justement, sur Paris intramuros et puis le quartier central, on a vu beaucoup de demandes d'entreprises de luxe, des grandes banques d'affaires américaines également, qui ont fait monter les loyers. Est-ce que vous pensez... Merci le Brexit. Ouais. Pas que, hein. Pour le luxe, c'est un peu différent la problématique. Mais est-ce que vous voyez donc des loyers de marché dans Paris intramuros vraiment atteindre des niveaux stratosphériques comme on l'entend? Indéniablement, les valeurs locatives montent, les loyers montent sur le marché parisien. Aujourd'hui, on est à plus de 1 000 € du mètre carré. Il est acté. Et il est soutenu par, globalement, une inflation des coûts de construction, qui est à noter, qui est importante, et puis une demande très forte des utilisateurs sur ce marché. Donc l'offre étant réduite, ça tend à faire monter les valeurs locatives. Bon, rappelons quand même que la demande dans Paris, elle est soutenue par l'adaptation des modes de travail des entreprises. Et donc, la réduction des surfaces permet de pouvoir pousser les valeurs locatives et d'avoir un impact minimum dans son P&L pour l'entreprise. Donc, est-ce que ce cycle n'aura pas une fin une fois que les entreprises auront réadapté leur mode de travail ? Et un autre élément, je pense que le cycle n'est pas... en tout cas sur Paris, le marché reste tendu parce qu'on a différentes contraintes liées au PLU, liées au pastillage des immeubles, qui font qu'aujourd'hui l'offre de bureaux ne va pas augmenter sur Paris, la demande va rester forte, et donc on a quand même des fondamentaux qui vont maintenir une pression sur les valeurs locatives. Et si on regarde le retail, parce qu'on a aussi là, des changements structurels, plus de consommation, donc vente en ligne, etc., même si on voit qu'il y a eu un certain plateau après le Covid, mais c'est quand même une demande forte. Comment vous intégrez ça sur les valorisations du retail? Centres commerciaux, retail park, j'imagine que c'est différent d'un format à l'autre. Alors peut-être deux choses. Les taux de rendement sur le retail se sont corrigés depuis un certain temps, depuis 2018 globalement. On a une espèce de trend long terme qui vient, qui a corrigé les taux de rendement sur l'immobilier commercial, centres commerciaux, retail park. Et vous avez raison, c'est pour ça d'ailleurs que les baisses sont un peu moins fortes depuis les 9 derniers mois. Et ces taux, effectivement, n'ont pas bénéficié. La compression des taux de rendement, la baisse du coût de la dette sur les marchés n'a pas profité finalement au retail park, qui lui est resté sur un trend plutôt légèrement haussier. Donc les corrections aujourd'hui sur le marché immobilier commercial, centres commerciaux, retail park, sont un peu moins fortes proportionnellement à d'autres classes d'actifs telles la logistique ou le marché du bureau. Puis les taux sont corrigés, je dirais, par un certain nombre de transactions depuis 2018. Il n'y en a pas beaucoup, mais on voit un certain nombre de transactions qui sont faites sur des actifs de centres commerciaux majeurs et qui ont acté
finalement des taux et une croissance des taux régulière. Donc le marché n'est pas facilement lisible parce qu'on est sur une classe d'actifs qui est relativement complexe, mais on a des transactions qui sont venues attester d'une légère remontée des taux, d'un trend légèrement haussier. On voit alors, je voulais faire un tout petit point. On voit beaucoup de JV sur ces actifs, sur ces transactions. C'est-à-dire, quand je dis JV, ces transactions, c'est simplement une transaction d'une partie de l'actif, de ces actifs. On vend 49%, 50%, 51% de la valeur de l'actif. Et puis le vendeur conserve la main sur le reste. De l'actif. Ces éléments-là, je pense, sont des éléments structurants. Sur ce marché. C'est pas une transaction particulière. C'est un marché qui se fait globalement sur ce type de transaction. C'est pas récent d'ailleurs. Historiquement, on a vu de nombreux JV sur cette classe d'actifs. Et elle est orientée par le fait que sur cette classe d'actifs, il nécessite d'être adossé à des opérateurs très structurants, très solides, qui ont un haut savoir-faire, une qualité d'asset management finalement de cette classe d'actifs. Et donc, les investisseurs sont enthousiastes pour pouvoir être sleeping partner en quelque sorte dans ces opérations, tout en étant adossé à des opérateurs de premier plan. Donc, ça, c'est sur le marché de l'investissement. Vous évoquiez la question du digital versus vente en ligne versus commerce physique. Je pense que, évidemment, le marché de la vente en ligne vient challenger le commerce physique. Mais je pense qu'il y a une dynamique forte une complémentarité extrêmement forte entre le digital et le physique aujourd'hui, et le marché, et donc l'immobilier physique, et le digital est venu pousser à transformer le commerce physique pour en faire des lieux plus dynamiques, plus accueillants, avec des nouveaux modes de consommation. Et on voit bien le travail considérable des opérateurs et des enseignes pour pouvoir adapter le digital et le physique et en faire des éléments complémentaires. Alors je pense qu'aujourd'hui, la stratégie multicanale des enseignes, repositionne l'actif comme un élément clé du dispositif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de crainte à voir le digital de prendre 100%. C'est pas un succès d'ailleurs, les stores Amazon, c'est plutôt en train de fermer d'ailleurs. La question effectivement se pose. Et on voit des enseignes qui sont nées du net, de la vente en ligne, et qui aujourd'hui se positionnent sur le commerce physique pour y trouver de nouveaux horizons. Donc je pense que commerce physique et vente en ligne sont deux éléments, digital sont deux éléments qui doivent qui sont très complémentaires. Et je pense que les analystes financiers n'ont pas complètement pris la mesure de cette complémentarité. Ils sont peuvent être souvent un poil négatif, si je puis dire, sur le fait que les ventes en ligne vont progresser et vont éteindre le commerce physique. Non, je pense pas. Je pense pas aujourd'hui. En tout cas, il me semble pas que ce soit la dynamique qui est prise en compte aujourd'hui. On voit bien les enseignes qui se positionnent encore sur des actifs en créant des lieux de consommation dynamiques et en alliant vraiment digital et physique pour pouvoir en créer ces nouveaux lieux de consommation très forts. N'hésitez pas à poser vos questions à Marc Guillaume. On les prendra à la fin de la session. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui arrivent, mais n'hésitez pas. En l'occurrence, je partage plutôt votre point de vue justement là-dessus, et ça dépend aussi beaucoup des pays. Parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes dynamiques de vente en ligne au UK, par exemple. À plus de 30% de part de marché, alors qu'en Espagne, on a dépassé les 10% pendant la crise du Covid seulement. Ouais. Donc, alors, ce sont des marchés qui peuvent être un peu en retard aussi, qui n'ont pas les mêmes habitudes. Oui, donc, mais pas les mêmes habitudes de consommation. Les habitudes vont peut-être se lisser un peu, se lisser entre les pays. Et quels indicateurs vous regardez sur le marché pour essayer de mieux comprendre son fonctionnement aujourd'hui ? Des indicateurs clés sur le commerce, sur les fréquentations. Est-ce que les fréquentations ont augmenté, baissent? Comment elles se situent par rapport à cette année de référence 2019 pré-Covid? Globalement, on a des performances qui sont des fréquentations qui sont revenues sur des niveaux de 2019, qui sont peut-être légèrement en dessous encore, mais qui se rapprochent des niveaux de 2019. On est peut-être entre 5 et 10% en dessous des niveaux de 2019, et tout dépend encore de chacun des actifs.
Ça, c'est un premier point. C'est les chiffres d'affaires. Comment évoluent les chiffres d'affaires? Alors aujourd'hui, les chiffres d'affaires, on est globalement revenus sur des niveaux post-crise, voire au-dessus sur certains actifs, donc plutôt des performances bonnes, poussées par peut-être un panier moyen plus élevé, et puis par l'inflation, évidemment. Difficile de voir quel est l'impact de l'inflation dans les performances de chiffre d'affaires, mais indéniablement, il semble qu'il est là. Les performances locatives, comment les enseignes se positionnent dans les transactions locatives qu'elles font sur ces actifs. Globalement, elles sont plutôt à des niveaux, à des bons niveaux. J'ai envie de dire qu'elles retrouvent, on est sur des niveaux cohérents de taux d'effort, pré-crise. Les enseignes et les bailleurs ont fait un effort, ont beaucoup travaillé sur leurs charges, sur leurs coûts. Et aujourd'hui, on a des niveaux de valeur locative qui sont globalement en ligne avec ce qu'on avait post-crise. Les taux d'effort restent solides. Puis on a les taux de vacances. Comment se situe la vacance sur son commercial? Elle est relativement faible, globalement. Alors, tout dépend des actifs, évidemment. Mais globalement, sur les actifs qui sont performants, qui sont bien positionnés dans leur zone de chalandise, on a des performances qui sont très bonnes. Et puis, on a des concepts d'enseignes qui évoluent, qui fonctionnent très bien. Sans occulter effectivement les enseignes qui fonctionnent mal, mais on est dans un rythme du commerce où des enseignes fonctionnent très bien, d'autres s'éteignent pour se renouveler. On est dans un perpétuel renouvellement et cette dynamique, elle est à mon sens présente sur cette classe d'actifs. Et on le voit bien avec des enseignes qui performent très très bien, d'autres qui performent effectivement un peu moins bien. Oui, c'est beaucoup plus granulaire que dans le bureau, en fait. Le commerce, ça dépend vraiment du preneur. C'est pas comme les grands comptes dans les immeubles de bureaux. La mode évolue aussi, donc il faut que les enseignes s'adaptent, finalement. Et il y en a qui le font très bien, d'autres qui le font peut-être un peu moins bien, ou qui, sur un moment, sont moins bien positionnés. Et on a parlé des différents formats. Comment vous expliquez cet engouement, finalement, des investisseurs pour les retail parks? Les volumes d'investissement, je pense plusieurs critères. Les volumes d'investissement sont plus petits. On a une forte résilience des enseignes sur ce type d'actifs, avec un coût d'exploitation pour les enseignes qui est plus faible que dans les centres commerciaux. Donc on a des niveaux de charges qui sont plus faibles. Donc on a un outil de travail économique qui est performant pour les enseignes et qui a été très résilient pendant la crise Covid et post-crise Covid. Et donc tous ces éléments sont des éléments favorables au retail park. Et puis ces actifs se sont corrigés. Donc quand on est sur des taux autour de 5%, on était sur des taux attractifs par rapport à d'autres classes d'actifs. Donc finalement, on avait tous les ingrédients qui étaient favorables à cette attraction qu'ont les investisseurs sur cette classe d'actifs retail park. C'est intéressant. Et alors le corollaire justement de la hausse des ventes en ligne m'amène à la logistique naturellement, puisque ça a été un gros sujet pendant la période Covid, c'était the place to be. Restructuration de la supply chain, etc. Donc comment vous voyez l'évolution sur ce marché? Parce qu'il y a une rareté du foncier. Comment vous voyez les loyers augmenter, les valeurs? Deux éléments, locatif, investissement. Sur le marché locatif, indéniablement, on a une croissance des valeurs locatives qui est très forte. Elle est peut-être entre 15 et 20% sur les 18 derniers mois. Je pense qu'il y a des perspectives de croissance qui restent encore très solides. Plusieurs éléments, restructuration de la chaîne d'approvisionnement, les ventes en ligne, une raréfaction du foncier pour pouvoir faire de nouveaux développements. On a des contraintes fortes sur l'obtention des permis de construire. Les permis de construire sont challengés. Ça ne veut pas dire qu'on ne les obtient pas, mais ils sont challengés. La durée d'obtention est plus longue. On a des coûts de construction qui augmentent. On a des taux de vacances qui sont en dessous d'un niveau structurel, donc qui poussent, qui font que l'offre et la demande, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande et qui viennent pousser les valeurs locatives. On a des enjeux qui sont peut-être plus forts, plus larges, qui sont la volonté de réindustrialisation de la France. Tout ça pousse à des besoins logistiques importants et tous les ingrédients sont présents pour porter ces valeurs locatives et ces niveaux de loyer aujourd'hui à des niveaux de croissance. En tous les cas, on les constate aujourd'hui
aujourd'hui et ils sont très forts aujourd'hui. Après, sur le côté investissement, la logique est... cette classe d'actifs a acquis, je dirais, ses lettres de noblesse. On l'a vu, c'est une classe d'actifs à part entière, avec une dynamique, des investisseurs très identifiés sur cette classe d'actifs, et une dynamique très forte, une structuration finalement de cet outil immobilier. Mais effectivement, il y a de très fortes corrections sur le marché de l'investissement avec des niveaux de taux. En comparaison à juin 2022 ou mars 2022, on a quasiment 150 à 175 bips de correction de valeur. Donc c'est majeur sur les marchés. Mais finalement, ces corrections permettent peut-être de redonner de la liquidité au marché et on ressent frémir finalement ce marché. On voit un certain nombre d'actifs sur le marché, un certain nombre de transactions qui semblent qui vont apparaître sur le marché Pardon, il y a des dynamiques très différentes entre la France, le reste de l'Europe. Enfin, est-ce qu'il y a des pôles comme ça sur la logistique qui... Je crois que la dynamique, elle est européenne. D'accord. Elle est vraiment européenne, avec les enjeux sont pas sur cette classe d'actifs sont pas français. Ils sont vraiment et d'ailleurs les investisseurs sur cette classe d'actifs sont européens et regardent l'ensemble des marchés européens. Alors, vous avez parlé de la correction brutale des taux de rendement, mais on est encore loin de la prime historique qui est autour de 400 points de base. À votre avis, quel devrait être le niveau raisonnable en fait, à atteindre sur ce segment ? Je pense quand même que cette prime de 400 bips, elle était importante. Aujourd'hui, on est sur une classe d'actifs qui a acquis une forme de maturité. Donc, on devrait redescendre sur des niveaux de prime de risque. C'est les taux de rendement qui faisaient rêver, maintenant un petit peu moins quand on a des taux qui remontent très fortement. Voilà, donc je pense qu'on devrait avoir des primes de risque qui soient autour de 200 bips, qui me paraît plus raisonnable sur une classe d'actifs qui est très mature aujourd'hui et sur lequel il y a des enjeux forts, structurels, d'un point de vue économique. D'accord. Alors, je voudrais garder un petit peu de temps pour les questions, puisqu'apparemment, il y a de l'intérêt pour votre intervention, et c'est bien normal. Peut-être rapidement, on a quand même une composante importante aujourd'hui, qui est la transition énergétique, dans un secteur fortement consommateur. Ouais. Comment vous appréhendez ça pour le coup ? Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut quantifier la proportion, par exemple sur le bureau, des CAPEX pour s'aligner au décret tertiaire dans la valeur d'un actif ? Alors... Pas si simple aujourd'hui. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pas si simple aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'abord les critères ESG sont c'est un enjeu important. Hein. Ça vient rebattre les cartes du monde de l'immobilier. Je dirais c'est pas nouveau. C'est pas un nouveau sujet de 2022 ou 2023, même si finalement 2022 a vu apparaître de façon importante ces éléments-là. Un certain nombre de foncières, de fonds d'investissement ont travaillé depuis longtemps sur ces problématiques, et donc ont déjà une connaissance de la performance de les actifs et des actions à mener pour pouvoir atteindre des objectifs environnementaux favorables. Ce que je pense aujourd'hui, ce qu'on peut mesurer assez facilement, c'est la performance des actifs immobiliers en termes de consommation d'énergie et en termes de consommation carbone. Ça, ces éléments-là sont relativement identifiés. Ce sont deux éléments qui sont importants, mais qui ne sont pas les éléments uniques dans la problématique environnementale, mais sont deux éléments qu'on peut mesurer. Et on a des benchmarks, tels le benchmark de l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable, qui a concentré, qui a un benchmark très large, quasiment sur toutes les classes d'actifs aujourd'hui, et qui est en train de construire un benchmark très large. Donc ça, c'est un indicateur important sur la performance de consommation énergétique. En revanche, sur les CAPEX, difficile aujourd'hui. On a peu de benchmark. Chaque actif répond à des complexités ou des spécificités très identifiées, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir un benchmark sur les travaux à réaliser.
Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que finalement, on a peut-être trois typologies d'actifs. On a les actifs anciens, obsolètes, qui répondent plus aux critères environnementaux aujourd'hui. Je dirais, dans les 25 ans à venir, ce sont des actifs qui devront être restructurés, retravaillés, sur lesquels on va avoir des capex. On avait une étude dans le groupe, c'est qu'il y avait 6 millions de mètres carrés de bureaux en Paris élargi qui ne trouvaient pas présent depuis plusieurs années. Donc on se dit que ça va être compliqué, quoi. Alors deux choses. Restructuration pour retrouver, pour se repositionner sur des critères environnementaux propres. Éventuellement, la problématique de reconversion des usages. Aujourd'hui, est-ce que le bureau qui ne prend pas preneur parce qu'il est obsolète, parce qu'il ne correspond plus à la demande, c'est peut-être une reconversion d'usage anticipée. Cette reconversion, elle a un coût, donc elle aura un impact indéniablement sur les valeurs. Mais c'est une porte de sortie, en quelque sorte, pour cette... Oui, on voit des condos luxueux sur Washington Square aux États-Unis, des bureaux qui se transforment en immeubles d'habitation luxueux. Bon, on va voir. On le verra, on verra aussi, alors peut-être pas sur les mêmes dynamiques d'immobilier de luxe, mais on verra aussi, on voit et on commence à voir déjà ces reconversions d'usage sur ces immeubles qui ne correspondent plus à la demande. On a les actifs neufs récents, eux, qui répondent aux critères finalement et sont engagés sur les 25 dernières années, ils sont très performants. Et puis on a les actifs peut-être qui peuvent se poser question, qui ont 10-15 ans, qui auront en 2050 30, 35, 40 ans et qui répondront pas forcément à ces objectifs de performance énergétique et sur lesquels il est possible qu'il y ait des capex à engager sur ces sujets-là. Difficile à identifier. Je dirais à l'horizon 2030, puisqu'on a un horizon 2030, 2040, 2050 avec des objectifs de réduction de consommation. À l'horizon 2030, ils seront bons. Et puis, la mise en place de bonnes pratiques sur l'usage lui-même de l'immobilier sans forcément engager beaucoup de capex va permettre d'atteindre des niveaux de performance énergétique qui sont des engagements de réduction des consommations d'énergie qui seront favorables. À l'horizon 2030, à mon avis, il n'y a pas de difficulté. Mais peut-être les objectifs 2040 et 2050 seront peut-être plus compliqués sur ces sujets-là. Alors peut-être un point. Quand on a des actifs à valeur très élevée, Paris par exemple, à valeur métrique très élevée, l'impact des capex qu'on peut injecter sera pas forcément significatif. Quand j'ai un actif à plus de 20 000 euros du mètre carré, si je mets 1 000 euros du mètre carré de capex, l'impact reste relativement limité. Lorsque j'ai des actifs qui valent 2 500, 3 000, 4 000 euros du mètre carré, l'impact des capex à engager pour pouvoir corriger, pour pouvoir mettre à des niveaux de performance énergétique favorables sera plus important. Et là, on aura des impacts qui seront plus forts sur les valeurs. De toute façon, on a bien compris que c'était un chantier assez long. Le chantier est long, le pricing des investisseurs est aussi en cours sur ces sujets-là. Ce que je pense, c'est que ce sujet, il est clé aujourd'hui. Il n'y a pas une due diligence d'investisseurs qui se fait sans un regard pointu sur cette question-là. Il est clé dans le marché de l'immobilier d'investissement. Et donc, c'est un marché, c'est un sujet qui est devant nous. On est en train de construire des benchmarks. On est en train de construire, nous, des benchmarks, mais les investisseurs aussi, de repositionner aussi cette problématique. Et donc, c'est un marché qui est devant nous, c'est un sujet qui est devant nous, mais qui est très actuel et qu'on essaye qu'on prend en compte. Et finalement, Marc, pour revenir à notre question centrale, avons-nous atteint le point bas ? Et est-ce que vous voyez donc des différences notables selon les segments, finalement ? Alors non, je ne pense pas qu'on ait atteint le point bas encore. Je pense qu'on l'aura... un petit peu de la réponse. On l'aura touché. C'est un avis qu'on partage. On l'aura touché, j'ai envie de dire on l'aura touché lorsque le marché de l'investissement reprendra en activité et redeviendra sur des niveaux normaux. Cela consacrera en quelque sorte le repricing des valeurs. Donc, on a certains investisseurs, on peut entendre certains nous dire en 2022, les taux sont corrigés, donc pourquoi on continue à corriger en 2023 ? Le problème de l'immobilier, c'est que les transactions sont longues à faire, sont des deals qui prennent du temps, et donc il y a une lente infusion de cette correction dans les valeurs qui peut prendre un peu de temps en fonction de certaines classes d'actifs. Donc tout le monde ne vit pas au même rythme. Et toutes les classes d'actifs ne suivent pas le même rythme. On a certaines classes qui ont été plutôt dynamiques, dans la correction. Je pense que la logistique en fait partie.
dans une moindre mesure, le commerce et l'hôtellerie ont aussi été fortement corrigés, ont subi des corrections dans le passé, et puis sont soutenus par des performances locatives qui sont bonnes. Donc on a plutôt des dynamiques de correction qui ont été plutôt favorables. Et puis on a des corrections en cours, et puis on a des classes d'actifs qui prennent un peu plus de temps. Je pense que ce qui est important aussi de voir, c'est que dans un marché tel que l'on connaît aussi, on va avoir des différenciations qui vont être plus fortes entre les actifs prime et puis très core et puis les autres, avec des spreads de taux qui devraient s'écarter, alors qu'on a eu pendant cette période de compression de taux très forte, on a globalement des actifs, le core et le secondaire se sont rapprochés en termes de taux. Donc là, on devrait avoir des spreads de taux qui devraient s'écarter. Et alors, en termes de, si on devait quantifier un petit peu tout ça, quel type de variation ou de correction des taux de rendement vous voyez sur les différents segments ? Alors, vous me posez une question difficile, parce que pour l'expert, c'est pas facile. On est là pour constater le marché, on n'est pas là pour faire le marché. Donc la question n'est pas simple. En revanche, on est là aussi pour comprendre le marché et donner une tendance. Donc c'est un vrai travail d'équilibre. J'ai envie de dire, peut-être pour donner quelques éléments, de tendance. Sur le bureau, on devrait tendre sur le bureau prime, sur le bureau core, on devrait tendre sur des taux autour de 4%, à mon sens. Sur la logistique prime, on devrait tendre sur des taux autour de 5%. Sur l'high street, le pied d'immeuble, on devrait aussi tendre vers des taux autour de 4%. Sur les centres commerciaux, centres commerciaux, on devrait plutôt tendre vers des taux autour de 5%. Le retail park, plutôt autour de 5,5%. Voilà, bon, on est sur des tendances. Je dirais, c'est pas une valeur cible, peut-être que ces éléments sont différents, mais on est plutôt sur cette tendance de taux. Le marché n'est pas encore entièrement corrigé, il est en train de se corriger. Et là, on parle du marché français essentiellement. Alors, je parle plutôt du marché français. Parce qu'il y a des différences. Il y a évidemment des différences entre pays. Là, je parle plutôt du marché français. Ce qui est important et ce qui sera un driver, c'est la question de l'inflation. Est-ce que l'inflation va continuer ? Est-ce que les taux directeurs de la BCE vont continuer à progresser ? Auquel cas, ça pourrait avoir un impact sur les taux de rendement immobilier. Mais à date, au regard de ce qu'on constate sur le marché, voilà plutôt les tendances, plutôt sur des tendances sur 2023. On est sur une année 2022 qui était finalement une année de prise du choc. 2023, on est plutôt sur une année de correction. Et j'ai envie de dire que sur 2024, on devrait revenir sur des auspices un peu plus favorables qui devraient nous donner, qui devraient redonner un tout petit peu de sens, en tout cas vraisemblablement un plateau. Voilà. Mais effectivement, les taux directeurs de la BCE et la question de l'inflation restent un élément important dans l'orientation que peuvent prendre les taux de rendement immobilier. Et sur les bureaux où on a quand même le plus d'inquiétude aujourd'hui, en tout cas en ce qui nous concerne, si on devait prendre deux exemples type un actif mal desservi, avec de la vacance, qui ne serait plus aux normes, quel type de valeur, de baisse de valeur on peut attendre au maximum. Et puis peut-être à l'inverse, on a beaucoup parlé du corps parisien, central, etc. Est-ce qu'il y a encore des hausses de valeur ou ça c'est définitivement fini, en tout cas pour ce cycle ? Alors, si on prend le premier exemple, l'actif mal desservi, obsolète, on est sur le cas de l'actif qui effectivement souffre dans son marché, souffre dans sa liquidité, il ne correspond pas à ses besoins, il ne correspond plus à la demande locative, il y a des capex à engager. Donc c'est la classe d'actifs, enfin je dirais la typologie d'actifs qui peut baisser assez fortement, même si déjà ces éléments étaient déjà pris en compte. On n'a pas découvert son obsolescence de façon récente, mais globalement, ce sont des actifs qui, dans le marché, souffrent de liquidité et peuvent prendre des baisses qui sont significatives. Ça peut être de moins 30 à moins 40%. Donc, c'est des valeurs, des impacts qui sont sensibles. Mais je dirais, sur ces sujets-là, c'est aussi la problématique de reconversion qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que cet actif correspond à sa demande ? S'il ne correspond pas à sa demande, mais dans ce cas-là, il faut repositionner l'actif, se poser la question de la reconversion sur un autre usage. Et ça parce que le foncier a de la valeur. Le foncier a de la valeur. Donc c'est pas, on va pas atteindre une valeur zéro sur ces actifs-là. Le foncier a de la valeur, la reconversion a de la valeur, mais elle a un coût. Et donc l'impact en baisse de valeur, il peut être significatif. Après, sur les actifs corps parisiens, juste prendre un exemple. Si on considère qu'aujourd'hui, le marché, on n'a pas de taux de rendement sur un immeuble loué à la valeur locative de marché en dessous de 3,5.
On part de 2,75. C'est 75 bips de correction. Je parle à date, hein, je projette pas la perspective. C'est 75 bips de correction. 75 bips sur ces niveaux de taux, c'est quasiment 25% de correction de valeur en taux, en impact taux. Donc c'est très significatif. Alors sur le marché parisien, ces hausses de taux finalement sont compensées par un marché locatif qui est très dynamique et qui vient modérer en quelque sorte ces baisses de valeur. Mais l'impact taux, il est très significatif. Je pense que... On peut peut-être une petite question du public, si je puis dire. Marc, comment voyez-vous évoluer le marché des VFA sur le bureau ? Il est aujourd'hui difficile, il est plutôt à l'arrêt parce que les perspectives locatives sont pas simples. Donc acheter en VFA avec un immeuble qui n'est pas loué, donc avec un risque locatif, pose un certain nombre de questions. Même sur du prime, sur du corps Paris, etc. Ça c'est Alors sur différent ou... Différenciation, corps Paris périphérie. Toujours pareil, quoi, en fait, on retrouve. Sur le corps Paris, on a une dynamique qui reste très forte, une dynamique locative qui reste très forte. On a finalement une offre structurelle de bureaux qui est inférieure à la demande. Donc on reste sur des fondamentaux qui restent très très forts. En revanche, sur la périphérie, je pense que c'est plus compliqué. Merci beaucoup Marc, merci Stéphanie, c'était passionnant. Donc beaucoup d'éléments sur ce qui nous semblait être vraiment un focus important de l'immobilier commercial. On en parle beaucoup aux États-Unis, on en parle beaucoup partout, mais il y a aussi des problématiques très très intéressantes. Donc merci Marc. On va passer tout de suite au marché pour voir les autres impacts de cette hausse des taux. On le voit, ça fait craquer un peu l'immobilier quand même, avec des choses très 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 différenciées. On va parler maintenant à session marché. Merci. Voilà, donc vraiment une session très intéressante avec Marc sur l'état du marché commercial. Juste pour vous donner un petit peu un teasing, cet après-midi dans la session anglaise, on parlera de nos prévisions. Là, on a surtout parlé de l'état du marché. On a des prévisions sur l'immobilier qui sont assez négatives. Sur le bureau, on est sur moins 20, moins 30%. On en parlait avec Marc juste avant. Sur le résidentiel France, on est entre moins 3, moins 5. Sur le retail, entre moins 10, moins 20. Sur la logistique, on en parlait beaucoup. Il y a plein de dynamiques, mais globalement, on est quand même sur des valeurs qu'on attend en baisse entre moins 13 et moins 23%, on pourra avoir. Mais effectivement, le bureau, c'est quand même ça qui est pour nous le pire. On voit moins 20, moins 30% donc sur l'immobilier bureau, nous, dans nos prévisions à la recherche Natixis. Donc vraiment une dynamique assez particulière sur le bureau. Et maintenant, c'est le moment de parler marché. Effectivement, on l'a dit, il y a eu des questions là-dedans. Quels sont les délais de transmission de la politique monétaire sur l'économie réelle? On en parlait sur différentes classes d'actifs. La réponse à cette question, en général, on disait 16, 18, 24 mois. On voit bien que la transmission est un peu plus rapide désormais. Elle est peut-être autour de 12, 18 mois max. Donc on voit une transmission assez rapide. Donc on commence à voir ces impacts-là. Donc là, en tout cas, on va parler du reste des marchés et justement, on va parler des taux d'intérêt. Donc je suis ravi d'accueillir Bouchra Rajbal qui va nous parler d'assurance tout à l'heure. Émilie Tétard qui est une experte sur qu'est-ce qu'il faut faire de nos portefeuilles globalement, l'allocation d'actifs sur nos portefeuilles. Benoît Gérard, avec qui on va parler de taux d'intérêt, on commencera par lui. Et puis Nordine Nam, que vous connaissez sans doute, notre expert sur tout ce qui est monnaie, FX, on parlera de tout ça. Je pense qu'il faut quand même commencer par les taux avec toi, Benoît, finalement sur qu'est-ce qu'on voit bien, c'est le risque principal que vous voyez dans notre sondage et c'est ça qu'on voit. Est-ce que c'en est fini enfin? Est-ce qu'on a le pivot des banques centrales enfin ou pas? C'est quoi notre scénario fait des BCE et peut-être après l'impact sur les taux courts bien évidemment, mais longs? Alors, on n'est pas très loin du pivot en effet. À la recherche Natixis, nous sommes plutôt positionnés en ligne avec le marché, en tout cas sur les baisses de taux, donc plutôt au deuxième semestre 2024 pour la BCE. En revanche, là où on est un petit peu plus conservateur, c'est un 3,75 comme taux terminal pour la BCE. Donc ça veut dire que le marché aujourd'hui il oscille entre 3,75 sur le taux de dépôt. C'est-à-dire vous rajoutez 50 BP pour le taux de profit. Donc le marché oscille un peu entre 3,75 et 4. Nous on reste sur un 3,75. La révision assez significative de la prévision d'inflation core pour 2023
par la BCE, la dernière décision de politique monétaire, ne nous a pas tellement convaincus. On est assez confiant sur le fait que l'inflation va revenir autour de la target. Et en fait, on privilégie un scénario plutôt longueur plutôt qu'ailleurs pour la BCE. Pour ce qui concerne la Fed, on est plutôt plus bull que le marché. Là, le marché price environ 150 BP de baisse. Nous, on pense plutôt autour de 175 dès mars. Voilà. 175, hein, pas 200. 175. Oui, d'accord. 175. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et la prochaine hausse de taux sera la dernière de 25 BP. Donc la cible Fed Funds, la borne basse, sera autour de 5,25. Alors pourquoi on a ce call, hein, notamment, c'est ce qu'on disait, on discutait tout à l'heure sur les prévisions d'inflation aux États-Unis, hein, on est déjà à 4, hein, donc on vient de 9,2, on est à 4 et on voit l'inflation nous passer assez largement sous les 3 en fin d'année. Donc évidemment, la Fed nous dit qu'elle ne baissera pas ses taux, mais elle va quand même avoir de la marge de manœuvre pour rebaisser ses taux. Vous ne regardez pas vos taux à 5,25 ou 5,50 avec une inflation qui passe assez vite sous les 3 aux États-Unis. En plus, si le taux de chômage commence à remonter, ça remettra une petite balle dans le flipper de ce point de vue-là. Justement, en termes de taux d'intérêt long, c'est quoi nos targets si on parle du 10 ans Bund et du 10 ans américain? Pour le 10 ans Bund, on voit un 2,35 à décembre 23. Nous fait un 3,40 pour le 10 ans US, le Treasuries US. Alors évidemment, sur les pentes, ça va avoir une incidence, comme assez classiquement en fin de cycle de resserrement de politique monétaire. On va avoir des pentes qui vont se repentifier. Alors de manière un peu plus progressive, on ne voit pas de pente positive sur notre horizon de forecast. Donc on serait autour de moins 30 BP sur la pente Bund et plutôt autour de moins 60, moins 65 sur la pente Treasuries. Donc ce qu'on dit là quand même, c'est que ce que tu décris, c'est comme une situation où on est vraiment très 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 proche de la fin sur la BCE et sur les impacts sur les coupes. Donc c'est important sur les classes d'actifs qu'on décrivait tout à l'heure, notamment sur l'immobilier commercial et le temps que les hausses des taux se diffusent là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'en fait, on sent qu'on est sur la fin de la hausse des taux. Hein, on le disait, tu disais 25 BP, c'est sûr en juillet pour la BCE. Voilà, il y a une question, est-ce qu'ils refont un dernier 25 en septembre? Mais disons qu'on s'approche vraiment très, très fortement de la fin. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que en fait, le gros sujet en Europe, c'est plutôt, et même aux États-Unis, finalement, c'est les bilans des banques centrales. Il y a beaucoup d'échéances là, qui ont été annoncées récemment sur les TLTRO. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, sur ce quantitative tightening? Lui ne fait que commencer quelque part. Oui, c'est vrai, donc il est en cours, c'est un mouvement un peu global, on le voit sur le bilan de la Fed, on le voit sur le bilan de la BOE et de la BCE évidemment. Fin juin, on a une grosse échéance avec une belle baisse du bilan d'environ 500 milliards. C'est lié essentiellement à des remboursements de TLTRO. Donc ça va avoir évidemment une incidence sur certains systèmes bancaires et pas d'autres. Donc on va avoir un impact assez différencié. Que ce soit pour les Allemands ou les Français qui sont en situation d'excédent de liquidité, ça ils seront assez à l'aise. Ça sera plutôt un sujet pour l'Italie. Donc il va y avoir éventuellement un petit sujet sur les swap spreads qui devrait se resserrer un petit peu parce qu'évidemment les TLTRO ça a vocation à redonner du collatéral sur le marché. Et il y aura un petit sujet évidemment pour l'Italie, éventuellement sur le repo, et le cheapening du repo italien. Et justement, on est inquiet sur la dette italienne, et plus globalement, j'ai envie de te dire, c'est quoi nos recommandations d'investissement, là, cette deuxième partie d'année, tu dirais quoi? C'est vrai que la baisse de la vol, le repricing du crédit, l'optimisme sur les marchés risqués, Émilie nous en parlera. C'est forcément quelque chose qui soutient les dettes les plus risquées dans la zone euro, et donc c'est le cas aussi de la dette italienne. Après, il y aura probablement quelque chose au début de l'année prochaine. Donc on va voir si la BCE, ce que nous pensons, est capable de mixer un taux terminal plus faible que ce qu'anticipe éventuellement le marché au-delà de 4, nous on pense 3,75. Elle aura peut-être le moyen de donner aux hawks, donc les plus agressifs sur la politique monétaire, quelque chose sur le PEP. Et le PEP, c'est un élément assez déterminant pour la bonne tenue des spreads souverains. Et donc potentiellement, il y aura un petit écartement des spreads italiens au début de l'année prochaine. Merci Benoît. Donc on voit, c'est pas complètement fini, mais on s'en rapproche sur la politique monétaire. Et donc si on se rapproche de la fin, une grosse question, c'est sur l'assurance. Alors on a notre experte Bouchra avec nous. Tu es là et je te remercie. C'est une mauvaise ou c'est une
bonne nouvelle pour les assurances in fine, parce qu'il y a la transition et puis il y a le voyage et l'arrivée, quoi. Oui, tout à fait. Alors effectivement, la hausse des taux était attendue de longue date par les assureurs, surtout les assureurs vie qui offrent des produits d'assurance qui sont sensibles au niveau des taux d'intérêt. Donc la hausse des taux était positive pour la solvabilité des assureurs. Donc on l'a bien vu à fin 2022 avec des ratios de solvabilité en nette amélioration comparée aux années précédentes. C'est aussi positif pour leur rendement de réinvestissement, donc qui viennent soutenir leur marge d'investissement et aussi leur profitabilité. En revanche, la remontée rapide des taux d'intérêt a eu un impact négatif sur la valorisation des actifs des assureurs. Donc nous avons observé la plupart des assureurs européens qui ont enregistré des moins-values latentes sur leur portefeuille obligataire. Et d'autre part, les assureurs aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'obligation d'améliorer les taux de rendement servis sur les contrats à capital garanti, type le fonds euro, justement surtout face à la présence de d'autres produits bancaires qui pourraient aujourd'hui offrir un rendement meilleur. Alors justement, quel est l'avenir pour toi des produits à capital garanti? Tu parlais du fonds euro. Est-ce qu'il y a des risques des rachats? Est-ce qu'il y a des problématiques Alors effectivement, ce que nous avons observé, c'est que sur les dernières années et même cette année, c'est que le fonds euro accuse une décollecte nette sur les dernières années. Et on l'a vu dans les chiffres de la collecte de l'assurance vie sur ce trimestre-là. Et en fait, c'était tout à fait en ligne avec la stratégie des assureurs à pousser les assurés vers des produits sans garantie de capital, notamment les UC, qui aujourd'hui représentent près de 40% de la collecte brute de l'assurance vie. En revanche, nous, on pense qu'aujourd'hui, les assureurs, avec la hausse des taux, ils auront besoin d'avoir une collecte nette positive sur les fonds euros pour pouvoir profiter de la hausse des taux et aussi pour pouvoir améliorer plus rapidement le rendement des portefeuilles des fonds euros qui se caractérisent par une forte inertie. Donc je dirais que les assureurs ils vont continuer à promouvoir les unités de compte tout en levant les restrictions d'accès pour le fonds euro, pour limiter, en fait, pour améliorer la collecte et aussi faire face à ce risque de rachat. Donc effectivement, tu parlais, Jean-François, du risque de rachat. Donc le risque de rachat avec la hausse des taux augmente. En France, le taux de rachat, il est entre 4 et 5% sur les fonds euros. Mais en fait, on s'attend à ce que ce taux augmente, même si ça reste faible, comparé, parce que c'est 4 à 5% du total de l'encours. On s'attend à ce que ça augmente cette année, mais on ne s'attend pas à une hausse significative, à des rachats massifs en France. En revanche, nous, notre inquiétude, elle est plus sur le secteur italien. En Italie, l'assurance vie, elle accuse une décollecte nette pour la première fois depuis 2012. Et donc, cette décollecte s'explique par une baisse de la collecte sur les UC, mais aussi avec un rachat massif sur les produits à capital garanti. Donc, en Italie, le risque de rachat il est beaucoup plus élevé, mais pour différentes raisons. La première, c'est qu'il y a eu l'affaire du petit assureur Eurovita qui a été placé sous administration extraordinaire par le régulateur et les rachats ont été gelés temporairement pour éviter de dégrader la situation de l'assureur. Et il y a aussi, en fait, en Italie, c'est que la présence de d'autres produits d'épargne qui peuvent offrir des rendements meilleurs. Notamment, en Italie, les épargnants peuvent souscrire à la dette italienne directement. Et aussi, en Italie, on a plus de 50% des contrats qui ne contiennent pas de pénalité de sortie ou bien un traitement fiscal qui pourrait désinciter l'assuré à racheter son contrat. Donc ce risque, il est beaucoup plus élevé en Italie et donc on s'attend à ce que ces décollectes qu'on a observées au premier trimestre se poursuivent pour le reste de l'année, ce qui mettrait les assureurs les plus fragiles à un risque, les exposerait à un risque de liquidité et de solvabilité. Et justement, si on regarde la zone euro, le rendement d'un fonds euro, ou même sur la France, si on regarde ça, le rendement d'un fonds euro, par rapport à, évidemment, les comparaisons, tout le monde les fait, avec le livret A qui pourrait passer à 4, voire plus. C'est quoi pour toi le rendement d'un fonds euro à attendre? Et est-ce qu'il y a une vraie concurrence du livret A à de l'assurance vie typiquement? Alors, effectivement, le rendement moyen du fonds euro était de 2% l'année dernière, donc qui passait de 1,3% en 2021 à 2%, c'était une hausse. Donc, les hausses de taux se transmettent, mais lentement. Exactement, mais ça prend du temps à cause de l'inertie des fonds. Et en fait, effectivement, la collecte nette sur le livret A cette année, en début d'année, atteint un record avec 25 milliards de collecte nette sur le livret A, alors que l'assurance vie qui fait une collecte nette de 3 milliards.
En fait, entre l'assurance vie et le livret A sont deux produits qui, en fait, ils ont des enjeux totalement différents. Le livret A, on est plus sur de l'épargne de précaution, donc sur une perspective plus court terme, alors que l'assurance vie, on est sur une approche, c'est un support d'épargne à moyen ou à long terme qui offre plus de diversification et aussi qui offre une fiscalité plus avantageuse, alors que le livret A qui reste plafonné, en fait, ce qui fait que ce ne sont pas des produits concurrents, mais plutôt des produits complémentaires. Voilà, on compare un peu des choux et des carottes. Dernière question, Bouchra, c'est quoi le risque de rachat de contrats dans cette remontée des taux? On le disait avec Benoît, c'est peut-être la fin, mais quand même... Exactement, c'est ce que je disais exactement, c'est que ce risque de rachat, il est beaucoup plus élevé en Italie qu'en France. Certes, en France, on s'attend à une hausse de ce taux de rachat, mais on ne s'attend pas à avoir des rachats massifs sur les fonds euros. Par contre, en Italie, pour les raisons que j'ai citées, ça reste un risque plus élevé. Merci Bouchra, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les taux, sur l'assurance. On va parler marché d'échange et puis allocation d'actifs juste maintenant, mais n'hésitez pas avec vos questions. Justement, passons au taux de change avec toi Nordine. Nordine Nam, notre expert sur les taux de change. On avait beaucoup, nous, appelé à une dépréciation du dollar cette année, et le bougre, il résiste. Est-ce qu'il peut encore s'apprécier dans les prochains mois, selon toi ? Bonjour à tous. Oui, clairement, le dollar fait de la résistance depuis le début de l'année avec 2 rebonds en février et puis au mois de mai. À chaque fois, c'était lié donc à des révisions à la hausse, une révision en fait des anticipations de hausse des taux, puisqu'au départ, on anticipait des hausses de taux limitées, un taux terminal limité, et rapidement, donc le marché a anticipé 6% en février, par exemple. Là, à nouveau, il y a des incertitudes sur l'évolution de la politique monétaire, et notamment du taux terminal, et qui a profité au dollar. Le dollar a aussi rebondi en mai du fait du plafond, l'histoire du plafond de la dette, mais le sens de l'histoire clairement reste en faveur de la baisse du dollar. Le pic a été atteint en octobre dernier et la tendance reste baissière. Il devrait baisser au second semestre du fait d'une croissance américaine qui va nettement ralentir, voire passer légèrement en territoire négatif, et puis les anticipations de baisse des taux qui devraient réapparaître en fin d'année pour l'année prochaine. Enfin, elles y sont un tout petit peu, mais ça peut encore s'accentuer. Dès le moment où on aura une croissance beaucoup plus faible aux États-Unis, une inflation qui continuera à baisser, ça devrait clairement pénaliser le dollar dans les prochains mois. Alors, les deux facteurs qui pèsent sur un taux de change, c'est toujours le différentiel de taux, donc ça avait bien pesé, ce qui explique un peu le passage sous la parité l'année dernière, c'est le différentiel de taux d'un côté, et puis de l'autre côté, on avait cette facture énergétique qui avait plombé la balance courante européenne, 2 facteurs qui sont en train de s'inverser cette année, donc on voit plutôt l'euro, nous, remonter. Alors jusqu'où cette remontée de l'euro, Nordine ? Alors oui, là aussi, on a en fait toutes les devises qui devraient s'apprécier contre le dollar, parce que le dollar va baisser un petit peu contre toutes les devises, dès le moment où on aura un ralentissement qui sera un peu plus prononcé aux États-Unis, et surtout au second semestre. Le différentiel de taux va jouer à plein, donc contre la zone euro, par exemple. On aura des taux qui baisseront moins en zone euro qu'aux États-Unis, et ça devrait être favorable à l'euro. Et puis après, il y a le différentiel de croissance qui va jouer à plein, puisqu'on aura une croissance positive, on en a parlé juste avant, donc en zone euro, et négative aux États-Unis, et ça aussi, ça devrait être bénéfique à l'euro. Et puis le dernier point, c'est la balance courante, l'excédent courant européen qui redevient positif. On était à plus 31 milliards donc en mars, alors qu'il faut se rappeler qu'on était en territoire négatif l'an dernier. Ça aussi, c'est assez positif dans le sens où, d'autant plus qu'on a peu de sorties de capitaux comme on en avait dans le passé. Donc il n'y avait pas de recyclage de cet excédent courant. Donc c'est plutôt positif, et on envisage 1,14, donc du coup, fin d'année, sur la parité euro-dollar. On parlait du dollar qui pourrait baisser contre toute devise, et on parlait tout à l'heure avec Alicia de la Chine, et notamment ces partis sont en train d'activer la politique monétaire en baissant les taux. Rapidement, Nordine, est-ce qu'il y a encore du potentiel à la baisse pour la devise chinoise sur le CNH ? Alors, à 3 mois, on était à 7,20 sur le dollar CNH. On est déjà ce matin à 7,16, 16,18 face à la déception de la baisse des taux qui ont eu lieu encore ce matin. La semaine dernière, il y en avait déjà un tout petit peu, mais 10 BP, c'est pas grand-chose. Le marché est complètement
exactement, est assez déçu face à l'absence de mesures de soutien. On pensait qu'il y aurait des annonces vendredi, ça n'a pas été le cas. Et il y a toujours des discussions sur l'ampleur du stimulus fiscal qui pourrait être mis en place. Donc face à ça, on a un CNH qui resterait baissier, en tout cas à court terme, d'autant plus que pour l'instant, il n'y a toujours pas d'inflow majeur, enfin pas de flux de capitaux entrants. Et on n'en aura pas tant qu'on n'aura pas des annonces assez constructives. Donc plutôt baissier sur le CNH et ensuite on devrait un CNH plus fort en fin d'année quand le dollar baissera. Et là aussi, rapidement, Nordine, sur les restes des émergents, là, il y a des tas d'écoles particuliers sur les devises émergentes? Alors là, les émergents devraient s'apprécier parce que le dollar baisserait. La situation dans les émergents va s'améliorer aussi, la croissance se raffermira. Et puis les matières premières, là aussi, c'est un facteur positif pour les devises émergentes. De manière générale, c'est assez positif. Donc on est positif sur le ZAR qui a bien rebondi depuis 2 semaines, sur pas mal de devises d'Europe de l'Est également à 3 mois. Merci Nordine. Donc on voyait sur les devises, il y a beaucoup de choses. On commence à arriver à la fin de cette session, donc j'accélère un petit peu. Et last but not least, avec Émilie, il faut qu'on vous donne un peu nos visions sur ce que doit être ou ce que pourrait être, selon nous, une allocation de portefeuille dans un environnement qu'on voit qui est très contrasté, très finalement étonnant, hein, j'ai envie de dire, quand on voit ce qu'on dit. Hein, on parlait de récession technique en euro T1, on vient de l'évoquer, il peut y avoir une petite récession technique là aussi aux États-Unis d'un ou deux trimestres négatifs qui pourraient s'enchaîner. Et pourtant, on a un rallye incroyable sur les actions. C'est une exubérance. Qu'est-ce qu'il faut penser du rallye sur les actions, Émilie? Oui, en effet, il y a de l'exubérance partout, pas que sur les actions, les spreads de crédit aussi. Et en fait, globalement, notre indicateur de perception du risque sur les marchés, globalement, il est très bas, il est à 20%. Et voilà, la diffusion du facteur croissance dans les marchés, elle est très élevée. Mais c'est vrai que sur les actions, et en particulier les actions US, on a un indicateur d'exubérance, il est à 80%. Il y a une exubérance qui est assez marquée. On voit plein de choses. Le VIX qui est à 14, donc des vols implicites qui sont très basses, des valorisations qui sont en forte progression, qui sont déjà très élevées sur certains segments. Je pourrais revenir là-dessus, mais c'est un rallye qui a été aussi très atypique dans sa concentration. Et on commence à voir le positionnement des investisseurs qui progressent. On n'est pas encore sur des positionnements historiquement long, très, très, très élevé, mais c'est la progression en fait qui nous interpelle et surtout le niveau de nos indicateurs d'exubérance en face de l'incertitude sur la macro finalement. Et est-ce qu'il y a on peut parler de fondamentaux quand même, est-ce qu'il y a des choses qui sont au soutien de cette valorisation, tu dis? Oui, alors en effet, l'exubérance, elle se justifie sur certains côtés. C'est vrai que les entreprises, encore une fois, elles ont montré qu'elles étaient très résilientes. Elles ont été très résilientes dans le choc inflation, avec des marges qui ont... Enfin, non seulement elles ont conservé leurs marges, mais en fait, elles les ont même augmentées. Donc voilà, le pricing power, il a été là. Mais finalement, aujourd'hui, les entreprises, elles ont été résilientes au choc inflation. Ce qui nous inquiète ou ce qui nous interroge maintenant, c'est leur résilience face au choc macro. Parce que là aussi, dans les fondamentaux, il y a beaucoup d'exubérance. Si on regarde les BPA, les attentes des analystes notamment aux US, sur le S&P 500, à 12 mois forward, les analystes attendent 7% de hausse des BPA, 15% à 12 mois sur le Nasdaq. Si on a vraiment une récession qui se matérialise aux États-Unis, ça paraît quand même très, très optimiste. Voilà. Et dernier point sur les fondamentaux, c'est aussi ce qui nous interroge, ce qui nous interpelle, c'est vraiment aussi la déconnexion face au taux réel. On a quand même, on a du mal à voir notamment le Nasdaq encore progresser si les taux réels ne baissent pas. Il y a une déconnexion qui est assez marquante entre valorisation de certains segments et taux réels. Alors je pose une question que tous les stratégistes détestent, mais il faut acheter ou vendre? Comment est-ce qu'il faut se positionner? Alors, en tout cas, ce n'est pas le moment de remettre du risque pour nous. Si on doit... c'est vrai que, je parle d'exubérance, donc à minima, nous, on pense qu'il va y avoir un peu de repricing du risque de récession, du risque macro. C'est au moins une intégration de ce risque, même si on ne croit pas à la récession. Aujourd'hui, les marchés ne l'intègrent pas du tout. Nous, en plus, on est quand même un petit peu plus prudents sur le scénario macro que la plupart nos économistes sont un peu plus prudents que la plupart des économistes. Donc c'est vrai qu'on s'attend pas à voir certains segments actions progresser encore beaucoup.
On aurait plutôt tendance à préférer du coup la qualité, la value, des choses qui sont se positionner un peu plus défensif, quoi. Pas trop sur les fondamentaux. Et comment on fait pour se hedger globalement puisque tu dis il y a un risque quand même de correction un peu sur les actions. C'est quoi les stratégies de hedging? On a travaillé beaucoup sur tout ce qui était stratégie défensive. Sur quel type de choc il faut hedger, quelle métrique utiliser, etc. On a publié des choses, n'hésitez pas à nous faire signe, on sera heureux de partager. En fait, ça dépend un peu du type de choc qu'on attend. Je parlais d'un choc de repricing rapide du risque de récession. Là, il y a des stratégies qui sont intéressantes, dynamique intraday, des choses comme ça, du momentum intraday, des choses qui répondent bien au choc. Sur des chocs un peu plus longs, de type risque de récession, des bear markets un peu plus longs, etc. Les stratégies de suivi de tendance, on appelle les CTA, les stratégies de suivi de tendance multi-assets, elles sont très intéressantes pour nous. Là, on a un graphique qui montre le positionnement et je trouve que c'est assez intéressant de dire ça parce qu'en fait, c'est des stratégies qui ne sont pas très bien positionnées sur des chocs court terme de repricing, de risque de récession rapide, mais du fait de leur positionnement qui est long action, short duration. Mais malgré tout, c'est des stratégies qui sont très fortes pour rebondir après des chocs et qui sont très adaptées sur des chocs, des stress un peu plus longs. Voilà. Merci Émilie. Et peut-être qu'il y a une petite question qui peut faire un peu écho pour toi, Bouchra, sur justement, on voit les risques de hausse des taux. Il y a eu pas mal de moins-values latentes sur les assureurs. Une question, c'est quel est le risque de la hausse des taux sur les ratios de solvabilité des assureurs? Alors, ce que je disais, pour les assureurs vie, il y a un effet technique. Comme souvent, ils ont des écarts de duration entre les actifs et le passif qui est négatif. Donc, ce qui fait que la hausse des taux profite à leur solvabilité. Pour la question sur les moins-values latentes, effectivement, c'est un stock de moins-values latentes, mais ça pourrait se matérialiser dans le cas où, par exemple, un rachat massif qui va nécessiter pour l'assureur de vendre ses actifs pour pouvoir faire face à ce rachat. Donc là, on revient à la question des rachats. Okay. Très bien. Merci à tous. Notre temps imparti est terminé. Donc merci de nous avoir suivis. Donc on va publier un document qui reprendra tous ces éléments dans les prochaines 48 heures sur l'impact des différentes sur les différentes classes d'actifs de ce pivot qui est en train d'arriver mais qui est toujours pas là. On a aussi donc notre sondage si vous voulez y participer sur lequel on communiquera qui est ouvert jusqu'à vendredi. Et puis cet après-midi 14h on a une session anglaise. On aura des choses un peu différentes évidemment. Donc si je résume un peu le propos, vous avez compris, on a une situation finalement, on reste assez optimiste sur le fait qu'on ne va pas avoir une vraie récession aux États-Unis. C'est une récession, une mild recession, une récession douce. Oui, on va avoir un ou deux trimestres potentiellement négatifs, mais en tout cas pas avant le T3, puisque le T2 semble toujours assez résilient aux États-Unis. En revanche, quand même un ralentissement assez marqué de la croissance encore l'année prochaine. En Europe, c'est pareil, on a cette espèce de coup de frein, notamment sur l'Allemagne, qui fait qu'on est en récession technique, mais sur l'ensemble de l'année, on reste confiant qu'on va échapper à la récession en Europe et plutôt un rebond l'année prochaine. On a discuté assez longuement de l'impact sur l'Europe et sur les marchés, sur les différents marchés. En Chine, vous l'avez vu, Alicia est quand même assez prudente. Oui, on a 5,5. Ouais, on aura 4,5 parce qu'il y a des plans de relance et de la baisse des taux, mais à le plus long terme, vous avez entendu le chiffre, 2,2% dans la prochaine décennie. Donc on va aller tangenter vers un très fort ralentissement chinois dans l'avenir. Et sur les classes d'actifs, on est toujours boule euro. Bouchra, finalement, tu nous as un peu rassuré sur les assurances, un peu plus que sur l'immobilier commercial avec Marc et Stéphanie. Et sur les classes d'actifs, on est prudent parce que, comme nous l'a dit Benoît, les taux, c'est fini, mais pas encore tout à fait. Donc prudence. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous en fin d'année pour vous donner nos perspectives de l'année qui vient. So far, so good. Pour l'instant, on s'est planté sur quelques trucs, mais pas sur tout. Donc, on maintient cette idée qu'on n'est pas sur une grosse récession. Merci à tous et à très bientôt.